Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'a été demandé, qui est la patience, comment la développer, et on va essayer de voir en quelques minutes, en une vingtaine de minutes, quelles sont les choses qui vont vous permettre de développer votre patience. Mais d'abord, la patience c'est quoi? La patience, c'est un petit peu l'arme, la chose que tu développes quand tu es déjà excédé. Être patient, c'est pas rester calme en permanence, c'est savoir conserver son calme quand on sent qu'on commence à le perdre. C'est ça la patience en vérité. Donc, la patience, si tu veux, c'est comme une sorte d'élastique. Tu peux l'étendre, et puis il arrive à un certain moment où tu arrives à bout de patience. Quand tu arrives à bout de patience, tu n'arrives plus forcément à contrôler, c'est là que tu vas perdre ton calme, c'est là que tu vas te fâcher ou t'énerver. La personne qui m'a demandé de faire cette vidéo, je pense, est à bout de patience. Alors bien entendu, certains ont des élastiques plus rigides que d'autres, certains ont des élastiques plus souples que d'autres, et puis certains ont la patience qui peut s'étirer sur des kilomètres et sur de longues périodes, alors que d'autres auront une patience relativement limitée. En l'occurrence, comment développer sa patience? On va essayer de voir les choses qui sont possibles, mais c'est pas forcément l'élastique qu'on va pouvoir assouplir s'il est très rigide. C'est pas l'élastique qu'on va pouvoir allonger s'il est court. C'est plutôt qu'est-ce qui fait que ton élastique en arrive au bout plus vite ou pas? Qu'est-ce qui fait que ton élastique tout d'un coup est déjà à sa tension maximum, là où d'habitude tu t'imaginais avoir plus de temps avant de céder à l'énervement. Donc il y a la partie qu'on va dire qui est ton caractère, ton identité, ta personnalité, ce qui fait que tu es plus ou moins tolérant, plus ou moins patient, plus ou moins impulsif, qui va jouer beaucoup. Ça c'est quelque chose qui va être plus dur à travailler que la deuxième chose que je vais t'annoncer. La deuxième chose qui est le contexte de vie, la période, la situation et ton niveau, je ne sais pas si ça se dit, mais ton niveau d'éprouvement. Je ne suis pas sûr que ça se dit. Disons que tu es éprouvé dans la vie de tous les jours parce que de temps en temps arrivent certains événements, arrivent certaines situations qui te travaillent au corps, qui te mettent la pression. Des fois c'est compliqué financièrement, des fois c'est compliqué dans la vie sociale, que ce soit professionnelle, amicale ou amoureuse. Et donc, à ce titre-là, en fonction de qu'est-ce que tu vas vivre en parallèle à la dite situation qui va éprouver ta patience, tu vas être plus ou moins apte à justement être patiente ou ne pas l'être. Si tu veux allonger ta patience d'une certaine manière, soit tu vas pouvoir travailler pendant un long moment sur ton développement personnel, trouver la chose en toi, la ressource qui va te permettre d'assouplir cette espèce d'élastique pour le rendre plus long, pour que tu puisses plus l'étirer et donc être plus résistante ou plus résistant à l'énervement, au fait de t'emporter. Mais ça va prendre du temps, parce que là, tu vas travailler la source même de ton caractère, tu vas travailler la nature même de ce que tu es, de qui tu es. Mais si tu en as l'envie, c'est pas un problème. Si tu le fais sous la contrainte, ou si tu le fais parce que certaines personnes t'ont jugé trop impatiente, ou trop ceci, ou trop cela, ça risque d'être plus compliqué. Parce que y a une expression qui dit très bien, et elle est connue, de chasser le naturel, il revient au galop. C'est vrai, si tu es quelqu'un d'impulsif, tu as peut-être meilleur temps de te reconnaître comme tu es, d'accepter cette nature impulsive, et peut-être que du moment que tu vas la reconnaître et l'accepter, tu vas pouvoir commencer à, d'une certaine manière, développer une autre forme de patience, ou en tout cas d'être cohérent avec toi-même suffisamment pour que tu n'aies pas besoin de développer plus que ça ta patience. Il y a toutes sortes de types, il y a toutes sortes de gens, il y a toutes sortes de, de types de caractères, de comportements, et tous ne sont pas extrêmement patients, et ça fonctionne très bien comme ça. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est, on va dire, dans une capacité de patience standard, je ne sais pas s'il y a vraiment d'échelle pour mesurer ça, il ne doit pas y en avoir, mais il y a quand même une forme de diplomatie, de politesse et de patience qu'on a tous avant de s'emporter. Bon, il y a des gens impulsifs qui s'énervent tout de suite, mais la plupart des gens qui sont plus ou moins équilibrés vont normalement avoir un seuil de tolérance, un seuil de patience sur lequel ils peuvent travailler tout en restant calmes et diplomates. Après, ça se corse, après ils s'énervent et puis ils perdent cette capacité à encaisser plus de ce qui les énerve justement. Bien, si tu veux pouvoir
comprendre qu'est-ce qui fait que ton seuil de patience est moins élevé que d'habitude, qu'est-ce qui fait que tu perds patience ces temps, peu importe les gens avec qui tu perds patience, que ce soit les personnes qui t'énervent déjà naturellement le plus, ou les personnes que tu aimes le plus profondément et avec qui normalement tu as la plus grande des patiences, il va y avoir des périodes où tu auras moins de patience que d'autres. Là, à ce moment-là, c'est pas la patience en toi et ta capacité à la patience qu'il faut remettre en cause, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que actuellement j'ai pas de patience? Qu'est-ce qui fait que actuellement j'aimerais augmenter mon niveau de patience, que j'aimerais développer ma patience? C'était la question de la personne qui m'a demandé de faire cette vidéo. Eh bien, c'est le contexte de ta vie. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, pour connaître la personne, parce que j'ai travaillé avec elle en thérapie, je sais que c'est un petit peu les montagnes russes. Elle a toutes sortes de choses qui sont en train d'être éventualisées dans sa tête, qui sont en train d'être mises en place, que ce soit sur l'axe professionnel, que ce soit sur l'axe sentimental. Il y a pas mal de mouvements dans sa vie, il y a des choses qui la sollicitent et qui l'éprouvent, et il y a peut-être aussi derrière tout ça une sorte d'épuisement qui s'est accumulé au cours d'une longue période, que ce soit des semaines ou des mois. Il y a quelque chose qui la tiraille depuis longtemps, et ça peut être pareil pour toi. Tu regardes peut-être pardon, cette vidéo parce que tu te dis, mais tiens, j'aimerais développer ma patience, parce qu'en l'occurrence, tu as l'impression de manquer de patience, mais c'est peut-être parce que tu as, à ce moment précis où tu te poses cette question, une accumulation de choses, une accumulation de un concours de circonstances qui t'a tellement éprouvé que finalement, tu es peut-être déjà assez loin dans l'attention de ton élastique de patience. Si tu es déjà assez loin dans l'attention, c'est clair qu'il reste plus beaucoup à tirer. En imaginant que la patience soit un élastique, comme je te dis, tu peux avoir un élastique qui est là, puis tu peux l'étendre jusqu'à peu près par là. Mais si au moment où tu te poses cette question, tiens, pourquoi je manque de patience actuellement, ton élastique, tu l'as déjà tendu jusque là, c'est clair qu'il te reste que ça. Et là, tu te trouves avec beaucoup moins de patience que d'habitude. Et puis en plus, quand tu finis avec telle ou telle épreuve, tu n'en reviens que là, parce que tu es tellement sollicité, puis il y a tellement une accumulation de choses que tu vis à travers peut-être, comme je te le disais tout à l'heure, les aspects financiers, les aspects sociaux, les aspects amicaux, amoureux, les aspects professionnels. Il y a peut-être pas mal de choses qui t'éprouvent. Il peut y avoir aussi à prendre en compte les pleines lunes, le temps. On est actuellement dans une saison, par exemple, où il y a les journées qui raccourcissent, où il y a, vous voyez, vous m'avez vu en t-shirt il y a pas longtemps sur les vidéos, maintenant j'ai des vestes, les capuches, parce qu'il commence à faire froid. Les journées sont raccourcies. Il pleut, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venu me mettre à l'abri. Il y a tout plein de choses qui déjà, elles, affectent le moral. Et du moment qu'elles affectent le moral, elles vont aussi avoir une certaine incidence sur ton niveau de patience, sur ta capacité de tolérance. Donc si tu mets tout ça bout à bout, tu vas t'apercevoir que ton manque de patience, il vient de là. Si tu veux développer ta patience, finalement, eh bien tu t'apercevras que la question, elle est mal ciblée. C'est pas la patience que tu dois développer, c'est plutôt comment assainir ta situation en parallèle, comment faire en sorte d'enlever, de t'extraire des éléments qui déjà ont tellement éprouvé ta patience que ton élastique de patience, il est tendu jusque-là. Comment faire en sorte de retourner à l'état naturel de cet élastique-là pour le ramener à un niveau où il n'est pas encore tendu, où il est complètement détendu et où à chaque événement, tu vas pouvoir avoir une certaine marge de manœuvre et de tension. Eh bien, c'est dans ta situation actuelle que tu vas trouver la réponse. Si tu es en train de travailler à peut-être assainir une situation ou à arranger certaines choses, que ce soit dans n'importe quel axe de ta vie, eh bien, c'est clair que ça va être difficile, pour l'instant, dans l'actuel, dans l'immédiat, de pouvoir travailler sur cet aspect patience. Mais par contre, tu vas t'apercevoir que plus tu vas mettre les choses en place les unes après les autres, et plus, à mesure que ce sera ordonné, rangé, que ça sera bon, ça sera réglé, ça sera bon, ce sera réglé, cette autre chose sera bon, ce sera réglé, tu vas t'apercevoir qu'à chaque fois que tu auras réglé une chose et une chose de plus dans ta vie actuelle, eh bien, l'élastique de tension de ta patience, il va se détendre, se détendre, se détendre, pour que tu retrouves finalement une plus grande marge de manœuvre et d'élasticité sur ta patience. Ça veut dire que peut-être quand tu auras réglé ta situation amoureuse, ta situation professionnelle, ta situation sociale, ta situation familiale, ou que sais-je encore, toutes ces facettes de notre vie qu'on peut avoir qui sont à régler de temps en temps, où il faut faire des calibrages, eh bien, tu vas te retrouver avec ton niveau de patience qui va s'augmenter. Et je pense que le secret est là. Je pense que toi qui m'as demandé la vidéo aujourd'hui, tu vas retrouver une réponse ici, dans cet aspect-là. Pardon. Maintenant, qu'est-ce qui peut être
utile comme outil pour faire ça plus vite, pour travailler sur la patience et pour éventuellement assainir ta situation globale d'une manière plus rapide. Eh bien, tu peux avoir toute forme de thérapie, les thérapies actives comme les thérapies passives. Ce que j'appelle les thérapies actives, ce sont les thérapies où tu vas prendre part à ta guérison, prendre part à ton soin, prendre part à ton évolution et ton développement. Ce que j'appelle les thérapies passives, ce sont des thérapies où tu vas simplement subir dans le bon sens, mais plutôt où tu vas recevoir d'une manière passive le soin. Ça, c'est ce qu'on va trouver par exemple chez un acupuncteur où tu vas simplement t'installer et recevoir ton soin, chez un masseur où tu vas t'installer et recevoir ton soin, chez un énergéticien où tu vas simplement aller le consulter et recevoir ton soin, et toutes ces formes de pratiques où tu es passif, tu expliques un petit peu ce que tu vis, ce que tu traverses, tu te présentes, quel genre de personne que tu es, et tu vas recevoir un soin qui soit plus ou moins adapté en fonction de ce que le thérapeute ou la thérapeute aura pressenti et ressenti de toi, et aussi en fonction des capacités qu'elle a, elle, à donner aux gens. Ce qui est la thérapie active, c'est une thérapie où tu vas non seulement expliquer qui tu es, te présenter, mais où tu vas, avec le thérapeute, travailler d'une manière différente. C'est pas le thérapeute qui, lui, va t'apporter quelque chose de particulier, bien que, mais c'est plutôt le thérapeute qui va te permettre à toi de mieux te comprendre, de mieux comprendre où sont tes compétences, quelles sont tes ressources, et qui va développer ou qui va t'aider à développer en toi tout cet accès à ces ressources, tout cet accès à tes compétences, qui va te permettre à toi de pouvoir, d'une manière autonome et indépendante, à chaque épreuve que tu auras par la suite, t'auto-guérir, t'auto-soigner, si tu veux bien. Et même, pourquoi pas, accompagner certaines parties de ton entourage, parce que comme tu auras compris ces outils qui t'aura offert, quelque part, ce thérapeute ou cette thérapeute, eh bien, tu vas pouvoir être un petit peu plus habile et un petit peu plus au fait de comprendre comment ça se passe dans la psyché humaine, dans les comportements. Donc, tu as ces deux méthodes d'approche-là. La première méthode d'approche qui serait la méthode active, où tu prends part à ta guérison, à ta compréhension, où tu reçois des outils que tu emploies toi-même pour grandir, pour te développer, et à mon sens, celle qui doit être appliquée en premier, celle qui doit être là pour déjà te permettre à toi d'acquérir un certain niveau. La thérapie passive qui peut être en général plus appréciable parce que t'as rien à faire, tu te laisses faire, quand t'es déjà éprouvé, c'est plutôt pas mal de t'installer et de recevoir un soin. Elle est bien, oui, mais à mon sens, elle est bien quand tu es... Alors c'est à mon sens, c'est très personnel, je vous le donne comme indication parce que au retour d'expérience que moi j'ai avec les patients que j'ai, avec les clients que j'ai, je m'aperçois que c'est toujours un retour qui vient chez moi quand on n'a pas fait d'actif, qu'on a fait que du passif. À un moment ou l'autre, on passe par moi qui suis de l'actif. Et une fois qu'on a fait de l'actif, on a beaucoup moins besoin d'actif, on a besoin de passif après. Parce que le passif, quand tu le fais, ça veut dire qu'en général, tu es censé avoir déjà trouvé un certain équilibre, tu es censé avoir déjà pas mal d'outils que tu maîtrises qui te permettront à toi, en cas de coup dur, de pouvoir t'en sortir, de pouvoir relativiser, de prendre du recul. Et la thérapie passive, elle va venir pour équilibrer, pour renforcer cette puissance-là. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va être le petit plus, qui va être la dose d'énergie, la batterie supplémentaire qui va te permettre d'augmenter l'effet des outils que tu auras reçus, donc d'augmenter l'effet et la puissance de tes ressources et de tes compétences. Donc à mon sens, thérapie active en premier et passive en deuxième pour équilibrer et renforcer. La thérapie passive, quand tu la fais toute seule, tu te retrouves face à une personne qui va juger de ton état, qui connaîtra ta vie, mais dans une parenthèse finalement, parce qu'elle te connaît pas pleinement, qui va elle-même essayer de te donner ses propres ressources et ses propres réponses à tes problèmes, et tu t'apercevras à un moment ou l'autre que dans 6 mois, que dans 1 an, que dans 2 ans, à la suite de tel ou tel événement, tu vas te retrouver plongé dans ces mêmes mots MAUX, parce que finalement l'outil qu'on t'aura donné c'était une rustine, mais ça suffisait pas. Il faut d'abord que toi tu apprennes à te comprendre, que toi tu apprennes à donner le maximum de tes compétences et de tes ressources pour sortir la tête de l'eau, et après la thérapie passive effectivement elle peut être la petite bouée en plus qui te permet de prendre des pauses de temps en temps. C'est juste voilà, c'est vraiment disons que, pour donner une métaphore, si tu as un gros problème au dos, par exemple, tu as 2 vertèbres cassées, tu as une réparation qui se fait, et puis tu as après 2 méthodes pour t'en sortir. Soit tu fais de la rééducation, ce qui permet à ta musculature de reporter tes vertèbres et de les retenir à distance de la bonne manière, d'amortir suffisamment les chocs et les mouvements que tu vas avoir. Soit tu as le massage qui va lui attendrir, relaxer les muscles autour de tout ça et pouvoir apporter du bien-être à ton ressenti.
Si tu emploies les massages en premier sans faire la rééducation, tu vas te retrouver dès que tu te lèves du lit de massage à marcher et à être plié en quatre parce que tu n'auras pas les muscles qui sont assez solides pour pouvoir porter ta colonne vertébrale qui a été cassée et réparer. Par contre, si tu fais de la rééducation en premier et que par la suite, une fois que tu es rééduqué, tu fais des massages pour en plus renforcer le drainage, pour donner un soin qui fait du bien, pour remettre en bonne position tous les axes nerveux, toutes les communications qui se font à un certain niveau lymphatique, là tu vas te retrouver pleinement opérationnel. Mais dans l'autre sens, ça marcherait pas. Si tu fais d'abord les massages et après la rééducation, tu te retrouveras à tomber à chaque fois que tu te lèves pour marcher. Donc d'abord la rééducation, même si c'est plus compliqué et puis que ça demande un petit peu d'effort de ta part, et ensuite les massages pour vraiment finir le travail de la rééducation. Donc d'abord l'actif et après le passif, ça peut être plus utile dans ce sens-là. Donc, si tu es dans une situation qui fait que tu n'as plus de patience, essaye de travailler d'une manière active sur toi. En l'occurrence, on l'a fait un petit peu nous, on peut le refaire si ta période le demande. Travailler sur toi pour trouver des ressources nouvelles et des compétences nouvelles pour pouvoir aller plus loin dans ta tolérance, dans ta patience. Ah, je m'excuse, je me pose un instant. Désolé, j'ai été sollicité. Donc je disais dans ta tolérance, dans ta patience, et puis pourquoi pas par la suite faire du passif. Alors là, tu peux aller faire de la réflexologie, tu peux aller faire ce qui est pas mal du tout. Au niveau passif, la réflexologie, c'est peut-être une des choses les plus pertinentes et les plus puissantes qui va presque travailler comme de l'actif, si jamais. Donc tu peux très bien après en passif aller faire de l'acupuncture, des massages justement. Peut-être tu travailles du soin angélique ou bien toutes sortes de choses qui te permettent de trouver des ressources supplémentaires. Mais tu as aussi en parallèle à ça la possibilité de pouvoir faire des choses par toi-même qui soient, alors économiquement aussi ça va être moins conséquent parce que c'est des choses où tu fais appel à personne, qui sont de l'auto-hypnose, qui sont de la méditation, qui sont de la promenade en forêt. On sous-estime grandement la puissance d'une promenade en forêt. Je vous parle pas d'une promenade avec les enfants sur les vélos qui t'appellent toutes les 4 secondes et puis les copains, les machins pour aller faire la... Non, je parle d'une promenade, toi tout seul ou toi toute seule, en forêt, à te poser, à observer un oiseau, à entendre le vent dans les feuilles, à regarder au loin la cime des arbres qui bougent, à prendre du temps pour ne rien faire, à prendre du temps pour contempler. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement régénérateur. J'aurai pas ici de petits cadrans pour t'indiquer à quel point ça va te recharger, mais si tu pratiques ça quotidiennement, et la plupart des gens ne le font pas, mais si tu le pratiques quotidiennement, tu vas gagner énormément, mais énormément donc, en patience, en tolérance, en calme à l'intérieur de toi. Tu vas trouver vraiment une source presque inépuisable de régénération dans une promenade en forêt. Promenade en forêt, quand je dis forêt, c'est pas les champs rasés avec des grands blocs de maïs sur les côtés ou de blé, c'est vraiment là où il y a des arbres, là où il y a des animaux, là où il y a des oiseaux, c'est là où tu peux toucher l'écorce d'un arbre, c'est là où tu peux profiter pleinement des énergies telluriques, c'est là où tu peux profiter pleinement de la couleur verte de la nature. J'ai fait ma précédente vidéo où je parlais un petit peu de tout ce qui était la chromothérapie, les couleurs, la vibration et qu'est-ce que peut transmettre ce genre de vibration là. Va en nature. Si tu vas en nature, tu vas déjà gratuitement, c'est accessible je pense pour la plupart des gens, tu vas déjà gratuitement et d'une façon très agréable recevoir un soin qui est un des soins les plus efficaces. La méditation, bien sûr, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui n'apprécient pas, qui aiment pas plus, qui sont pas plus attirés que ça par la méditation, et je peux le comprendre. C'est pas forcément mon truc à moi, la méditation. Je médite d'une manière pas officielle. Je médite d'une manière, en plus, la méditation finalement est très très mal connue. Il y a beaucoup d'endroits où on vous apprend soi-disant à méditer, mais il y a énormément de choses en amont de la méditation qu'on doit connaître sur la race de laquelle tu viens. Si tu viens d'une origine plus air, plus terre, plus feu, plus eau, et ça, c'est complètement inconnu dans la méditation. On va tous essayer de vous faire la méditation en pleine conscience ou des choses comme ça sans prendre compte de votre origine et tout ça. Donc c'est un peu délicat la méditation, puis je comprends que tout le monde y soit pas attiré parce que du coup, comme on connaît pas les bases de cette méditation-là, ça nous paraît compliqué. Alors qu'en fait, la méditation, c'est normalement relativement simple. Bref, mais la méditation en elle-même, elle peut être aussi, si ça t'intéresse, si ça t'appelle, un outil qui est vraiment efficace pour ceux qui savent la pratiquer, pour ceux qui y trouvent un certain confort.
L'auto-hypnose, bien entendu, tu peux apprendre, hein, l'auto-hypnose, c'est pas extrêmement compliqué, c'est même relativement simple, tu peux l'apprendre avec un thérapeute comme moi qui pratique toutes sortes d'hypnose, tu peux l'apprendre en suivant un cours, tu peux avoir un genre de module qui va être sur une journée ou 2 journées à des prix relativement abordables, c'est pas la mer à boire. Et puis après, il y a aussi bien sûr tout l'hygiène de vie que tu vas pouvoir imaginer, bien sûr. Si tu es dans un contexte compliqué, que tu habites dans un squat avec des gens qui écoutent que du métal, qui se droguent, qui fument autour de toi, en plein milieu d'une ville polluée, que t'as pas un seul moment où t'as tes oreilles qui sont libres et tranquilles, que t'es toujours tendu parce que t'as peur qu'on te vole ta paire de chaussures ou ton téléphone, ça va être compliqué d'avoir une grande patience. Par contre, si t'es dans un contexte de vie où t'as su éliminer de ton entourage les personnes qui t'étaient à ton sens nocives, et puis que tu as réussi à t'entourer de personnes qui sont bien dans un contexte qui est en fonction de tes moyens le plus agréable possible, que tu prends du temps en nature, et puis que vraiment tu es entouré de personnes dont l'amour est sincère et que toi tu aimes sincèrement, tu vas déjà pouvoir grandement élever ton niveau de patience. Maintenant, il y a ce que tu bois. Si tu bois du Red Bull en permanence, du Coca, du thé froid ou je sais pas quelle autre chose bourrée de sucre, chimique, qui a rien de naturel, tu vas pas forcément conforter l'état de ton corps et la possibilité d'extension de ton élastique de patience. Par contre, si tu bois le plus souvent possible des jus de fruits, de légumes, si tu bois des thés qui sont pas remplis de sucre avec un peu de miel, si tu bois de l'eau qui soit moléculairement, j'en parle souvent moléculairement, chimiquement, qui soit pur et propre, tu vas encore une fois prendre plus soin de ton corps et donc améliorer la qualité d'élastique de patience que tu as. Ton alimentation, évidemment, plus tu vas manger quelque chose qui te sollicite le moins possible dans la digestion, qui est le plus vivant possible, et plus tu vas te retrouver avec, encore une fois, une santé qui est meilleure, et donc une santé psychique qui est meilleure, et donc une santé psychique meilleure va occasionner un plus grand seuil de patience et de tolérance. Et puis, évidemment, toutes les autres choses que tu peux imaginer, qui sont bonnes et qui sont néfastes pour toi, vont jouer justement sur cet aspect, est-ce que je suis plus patiente, ou est-ce que je suis moins patiente, ou plus patient ou moins patient. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour de tout ça. Faut me mettre en commentaire si jamais vous avez besoin de plus de détails dans un sens ou dans un autre. J'espère avoir répondu à ta question. J'espère t'avoir donné 2-3 outils. Tu peux toujours me contacter si jamais. Voilà, d'ici là, je vais t'envoyer un panier de bisous. Je vous envoie tous un panier de bisous. Et puis comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un pouce bleu si ça vous intéresse. Je sais même pas s'il est vraiment bleu en fait. Vous mettez un pouce en l'air si ça vous intéresse, si ça vous parle, si vous avez envie et si vous croyez que cette vidéo elle a le mérite d'être partagée plus loin, plus il y a de pouces bleus, plus c'est visionné. Partagez sur des groupes de discussion qu'on peut trouver sur Facebook, qu'on peut trouver ailleurs, si ça vous paraît utile de le faire. Abonnez-vous, faites partie de la famille de ce partage de réflexion. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et puis d'ici là, je vais vous dire simplement portez-vous bien.